La société civile, par le biais d'initiatives comme celle-là, permet de se rendre compte de l'agacement populaire devant l'autisme affiché des responsables politiques vis-à-vis de leur quête pour l'édification d'un grand Maghreb, un grand Maghreb de la citoyenneté et de la dignité. Les circonstances actuelles et les différentes revendications, aussi bien que vivent l'Afrique du Nord et le monde arabe, favorisent et confortent cette quête de la dignité. Merci donc aux organisateurs. Je suis devant vous aujourd'hui sous deux casquettes. Une casquette de chercheur. Je prépare une thèse de doctorat sur le vécu de la population frontalière depuis la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc avec l'Institut des études politiques de Grenoble. L'autre casquette, c'est une casquette que je porte depuis très longtemps. Je suis militante des droits humains. Et depuis 2007, je préside une association, Riège.com, qui est une association de développement humain et culturel de la région de l'Oriental. Et depuis cette date, nous essayons de sensibiliser les responsables, les décideurs et l'opinion publique sur le drame que vivent les familles qui sont séparées par la frontière, la fermeture de la frontière algéro-marocaine. Nous nous sommes rendus compte en 2007 que personne ne connaissait ce drame humain à part ceux qui le vivaient dans la région. Ceci dit, je reviens à mon intervention qui est accommodation de la population frontalière algéro-marocaine à la fermeture des frontières terrestres. À quel prix? Pour le traiter, je voudrais tout d'abord revenir brièvement, comme introduction, au contexte et à la problématique. Ensuite, je parlerai du prix que paye la population frontalière sur le plan du développement économique durable. Dans un deuxième temps, je parlerai du drame humain que vivent les familles et du lourd tribut qu'elles payent, justement à cause de cette fermeture. Je conclurai par des suggestions dans l'espoir de contribuer à l'amélioration de la situation des frontaliers. Pour revenir au contexte, ce qui a été déjà dit, donc j'essaierai de résumer, c'est qu'une lecture scientifique du contexte, du conflit géopolitique entre le Maroc et l'Algérie, parce que c'est un conflit géopolitique, permet de se rendre compte que sa latence date d'avant l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il était prévisible, ce conflit, à cause des frontières qu'a imposées au Maroc la colonisation française qui a avantagé territorialement l'Algérie, département français à l'époque, pensant probablement qu'il allait le rester indéfiniment. En plus du protectorat français, le Maroc a eu le malheur, si j'ose dire, historique, d'avoir une autre colonisation, qui est la colonisation espagnole, qui l'a à son tour entravé de partie de son territoire. Et depuis, le Maroc émet des réserves sur le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et que prenait à l'époque l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, qui est devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et le Maroc réclame depuis son rétablissement dans ses frontières d'avant le protectorat. Alors, cette opposition entre l'Algérie et le Maroc a abouti dès 1963 à la guerre des sables. Heureusement que ce conflit a rapidement pris fin grâce à la médiation de l'OUA. Alors, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que les deux pays appartenaient, et jusqu'à la chute du mur de Berlin, à deux blocs
aux deux blocs qui s'opposaient sur le plan international. Le Maroc au bloc libéral et l'Algérie au bloc socialiste. Et cela n'a fait qu'exacerber la mésentente. Et dans ce cadre est venu se greffer en 1975 le conflit du Sahara, et qui lui dure jusqu'à nos jours parce que l'Algérie conteste sur le plan international la récupération par le Maroc du Sahara, ancienne colonie espagnole. Depuis, les relations de ces deux pays ne font que se dégrader, à l'exception d'une petite éclaircie en 1988, lors de la création de l'Union du Maghreb arabe, qui, on peut le dire, est une union mort-née. On n'a pratiquement jamais, on peut dire aussi que c'est une coquille vide. Et pour conclure ce contexte, on peut dire, ce qui a été déjà dit avant moi, c'est que les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont plus fermées depuis l'indépendance de l'Algérie qu'ouvertes. Et cet état de choses me fait parler du fait que la population frontalière a vécu des drames humains par la séparation et une entrave à son développement économique et social. La dernière, puisqu'il y a eu déjà d'autres fermetures, la dernière fermeture des frontières en 1994 et qui dure jusqu'à nos jours, et aujourd'hui c'est un grand jour parce que l'espoir, comme on remettait en question la souveraineté des États et qui n'entendent pas la population, l'espoir vient de la société civile et c'est la société civile qui doit travailler pour faire évoluer cette situation. Donc, cette population, étant confrontée à cet état de choses, a dû se débrouiller pour survivre. Et l'entrave à la circulation des biens et des personnes existe malgré le fait, comme le rappelait monsieur le professeur, la ratification par les deux pays des principaux traités internationaux de droits humains, dont la libre circulation des biens et des personnes. Alors, devant cette ineffectivité, et plus que ça, il y a des traités entre l'Algérie et le Maroc, des traités bilatéraux, qui, normalement, devraient protéger cette circulation. Alors, l'inefficacité de ces droits fait en sorte que la population est obligée de rentrer dans une sorte de clandestinité et d'illégalité pour survivre. Mais à quel prix? Est-ce que, et je pose la question avec vous, est-ce que les populations algériennes et marocaines n'ont pas tout à gagner par l'instauration des relations étatiques paisibles et sereines entre les pays? La population, sur le plan économique, vit une entrave à son développement par une contrebande florissante qui, certes, permet à la population de travailler parce qu'on est dans une région où il y a un problème de chômage, mais par essence, la contrebande ne crée pas de situation de développement durable et pérenne. La contrebande est une situation précaire. La population, comme je le disais, vit aussi la séparation des familles, qui sont souvent les mêmes. Elles sont empêchées de se voir et vivent des droits humains. Et depuis la séparation, 17 ans déjà, et on peut dire que des générations sont nées et que si on respectait véritablement la fermeture des frontières, ces générations ne se connaîtraient pas, les générations d'une même famille.
Alors, pour revenir au premier lourd prix à payer, qui est une entrave au développement économique durable et pérenne de la région, ce qui frappe quand on est soit dans les côtés frontalières, soit du côté d'Oujda ou de Marnia, on se rend compte qu'il y a une grande circulation des biens de contrebande. On pourrait même dire, à la limite, une libre circulation des biens. Et ceci est visible si vous visitez les marchés des deux villes. Vous trouverez un grand achalandage des produits de contrebande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, une fermeture de frontières doit être étanche, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir ni circulation de biens, ni circulation de personnes. Et ce qu'on voit est une libre circulation des biens. Alors, je ne peux pas parler de tous les biens de contrebande, je vais seulement parler du trafic de carburant, qui lui, je l'ai choisi parce qu'il a une grande incidence sur l'économie de la région. Et donc, le trafic de carburant se fait à travers deux chaînons. Les hillaba et les transporteurs qui ramènent le produit sur des ânes jusqu'à la frontière. Les hillaba sont des personnes qui conduisent des voitures en général appelées muqatimet et qui ont des coffres, des réservoirs, des réservoirs qui peuvent contenir jusqu'à 70 litres de carburant. Et ces hillaba mènent le carburant à la frontière qui est emmené par des ânes du côté marocain. Ce trafic, j'ai été frappée lors de mon travail de terrain de sa facilité, et c'est un trafic qui est réglé selon un code, et lorsque on respecte les règles de ce code, on peut travailler sans aucun problème. La première des règles est l'achat de la route, bien sûr. Et ensuite, bon, je pourrais vous dire que le transport d'un âne coûte 200 dirhams, 200 dinars algériens, c'était algérien. Et il y a des milliers de transports quotidiens par jour, par nuit, j'allais dire. Alors, quelles sont les conséquences de ce trafic? D'abord, du côté algérien, il y a un délaissement de l'agriculture qui permet et ce délaissement nuit à l'autosuffisance alimentaire et au développement durable. Tout ça, les frontaliers préfèrent travailler dans le trafic de carburant et ne pas travailler dans l'agriculture parce que l'agriculture demande un plus grand effort. Aussi, du côté marocain, il y a eu une conséquence désastreuse sur les stations d'essence qui organisées légalement, qui ont dû fermer parce qu'elles ne pouvaient plus concurrencer le trafic. Alors, ceci dit, on peut dire tout de suite qu'il est très simple de venir à bout de ce trafic, parce qu'il suffit que l'Algérie et le Maroc se mettent d'accord et signent un contrat pour qu'il y ait un trafic de carburant à prix préférentiel. Alors imaginez avec moi un prix préférentiel de carburant, ce qu'il ferait gagner à la région et ce que pourraient les économies fait sur ce commerce
pourrait être investi dans un investissement économique, la création d'emplois et ainsi de suite. Alors l'autre prix que paye la population et qui est le drame humain des familles séparées. Alors souvent les frontières par le monde, qui généralement ne sont pas naturelles, montagne ou mer, séparent artificiellement les mêmes populations. Le cas de la population algéro-marocaine, des frontaliers algéro-marocains, est encore plus frappant, parce que rien ne les sépare. Ni la religion, ni la langue, ni la culture. Je dirais encore plus, les deux populations se ressemblent, les frontaliers algéro-marocains se ressemblent plus qu'ils ne ressemblent aux autres régions de leur pays respectifs. Je prends pour exemple, ne serait-ce que pour étendre l'atmosphère, parler de Abdelkader Secteur. Abdelkader Secteur, c'est un comique dont l'accent déjà est presque équivalent à celui d'Oujda et le même humour. Donc ça c'est pour l'anecdote. Alors ces familles, donc, ces populations, c'est en général les mêmes familles. Alors on a de part et d'autre soit des mères, on a soit une mère, soit un père, soit un frère, soit une sœur, et le cousinage est l'une des relations les plus éloignées. Alors, depuis la fermeture des frontières, donc ces populations, que des fois ne séparent qu'un kilomètre, sont obligées d'aller, comme on dit ceux qui m'ont précédé, jusqu'à Casablanca pour aller à Oran, et plus récemment à Alger, et récemment à Oran, pour revenir vers la famille qui est juste à 1 kilomètre. Alors, en plus du fait que prendre l'avion est onéreux et donc prohibitif, ces populations sont découragées par la distance à parcourir. Alors cette situation les oblige à se débrouiller et donc à passer par Tarak al-Wahda. Tarak al-Wahda qui est aussi, pour expliquer ça, normalement Tarak al-Wahda devait être la route de l'union, ce qui n'est pas le cas. Alors ces personnes donc, prennent Tarak al-Wahda et sont obligés, ils sont tributaires du passeur qui lui achète la route et il oblige les personnes qui traversent à traverser la nuit, tout feu éteint. Des fois ils sont brusqués par ces passants sont brusqués par les passeurs parce qu'ils ont trop un surplus de bagages ou parce qu'ils sont trop vieux et qu'il faut courir. Et que il y a une partie de la traversée qui se fait par la route, donc en marchant, je veux dire. Ces personnes leur dignité est malmenée. Leur dignité est malmenée, et ceci nous amène à poser la question qui a été déjà posée. Qu'est-ce qui justifie qu'on malmène la dignité des personnes, la dignité, sachant que la dignité est l'une des choses les plus précieuses de l'être humain. Rapidement. Alors, tout ceci pour vous dire qu'il y a des solutions pour les trouver et je vous propose des suggestions dans l'espoir de faire évoluer la situation. Alors, mobiliser, comme aujourd'hui, la société civile pour hâter la construction d'un grand maghreb citoyen et respectueux de la dignité humaine et ainsi faire tomber toutes les frontières. Mais en attendant l'ouverture des frontières, il faut trouver des solutions humanitaires au drame humain que vivent les populations séparées. Soit par leur octroi d'un laissez-passer qui leur permet de se visiter,
soit par la fixation d'une journée par semaine de visite, soit par l'envoi d'un téléx aux frontières au nom de ces personnes, leur permettant de se visiter. Et sur le plan économique, mettre en place des mécanismes de développement économique durable de la région, comme l'exemple, encourager l'économie légale et pérenne par la pratique de prix préférentiels réciproques des richesses des deux pays, à l'exemple d'un prix préférentiel sur le carburant. Et je vous remercie.